Stress géopolitique. La chute boursière est-elle inévitable? Top 10 des indicateurs du stress géopolitique. Chers amis, première partie, je vous présente mon top 10 des indicateurs boursiers du stress géopolitique sur toutes les classes d'actifs. Et oui, il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le prix du gaz, il n'y a pas que le prix de l'or. Il y a aussi beaucoup de choses à voir du côté du marché action, du marché obligataire, du marché d'échange et d'indicateurs alternatifs, notamment en lien avec le commerce maritime. C'est tout ça qui permettra d'avoir une juste mesure de la réalité du stress géopolitique, sans oublier le facteur temps. Oui, le facteur temps sera majeur. Première partie, top 10 des indicateurs du stress géopolitique. Bien sûr, je donne un classement, il vaut ce qu'il vaut, peu importe. L'idée est d'en faire le tour d'horizon tous les jours pour mesurer si la pression baissière peut se maintenir ou pas sur le marché action. Deuxième partie, eh bien, je vous aurais présenté le top 10 de mes indicateurs du stress géopolitique. Nous en faisons un tour d'horizon. On les regarde tous sur le plan technique. Les seuils à pas dépasser, les seuils s'ils sont dépassés, eh bien, sous lesquels il faudrait revenir pour envisager de l'apaisement. Et vous allez voir, c'est intéressant. On fera aussi la comparaison avec ce qui s'était passé à l'époque en 24 février 2022, déclenchement de la guerre en Ukraine. Troisième partie, géopolitique et polymarket, les paris explosent. Les anglo-saxons parient surtout. La chute du régime en Iran, la durée des frappes, le prix du pétrole, les paris explosent partout. Ce sont des indicateurs de sentiment. Vous allez voir, c'est intéressant, là aussi pour mesurer la réalité du stress géopolitique. Ensuite, quatrième partie, une seconde vague d'inflation. Ah ma mère, est-elle inévitable? Bien sûr que oui. Elle est évitable, pardon. Oui. Alors, je vais être très précis. Non, parce que j'entends, ça y est, pétrole à $300, inflation à 10%, c'est toujours la même rengaine. Toujours la même rengaine. La vraie question à se poser, c'est quoi le poids de l'énergie dans le calcul de l'inflation? Encore une fois, on va reprendre les choses de manière mathématique. Quel est le poids de l'énergie dans le calcul de l'inflation? Quel est le poids du pétrole, le poids du gaz, le poids direct, le poids indirect? Ensuite, si le pétrole monte à 80 ou $90, ok, combien de temps ça prend pour que l'inflation rebondisse? Ah, je vous le dis tout de suite, si ça se maintient à 80-90 $ 3 semaines, ça ne changera rien du tout à la désinflation. Mais rien. Là aussi, il faut bien comprendre comment sont calculés les taux d'inflation, sans oublier toutes les autres composantes et les pressions des inflationnistes. Mais tout de même, il y a un sujet. Et ça peut être tendu, très tendu, si on se maintient au-dessus de 80 $, un certain temps. Et je vais vous donner ce timing à ne pas dépasser. Cinquième partie, S&P 500, point technique global. Jusqu'où le marché pourrait corriger, s'il a envie de corriger, quels sont les seuils à surveiller sur le S&P 500. On va aussi bien sûr parler d'autres marchés actions, puisque certains pays sont beaucoup plus impactés par le prix du pétrole importé, le prix du brut importé, le prix de l'inflation importée. Vous avez vu la semaine dernière par exemple la pression sur la bourse de Corée. Et oui, rappelez-vous, je vous avais fait un topo sur la bourse de Corée, les taux sont super bas. Mais si l'inflation importée augmente, remontée des taux, de toute façon le marché était vertical. Sur le Kospi, il fallait bien à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, s'en manger une. Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Top Gun, top 10 des baromètres du stress géopolitique, présentés, argumentés et regardés à l'aide de l'analyse technique. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti, Top Gun, top 10 des indicateurs du stress géopolitique. Chers amis, c'est parti, je déclare la session ouverte. Le plan s'affiche sous vos yeux. Donc 5 parties. D'abord, je vais vous décrire donc... Alors, il s'agit de ma sélection, les indicateurs boursiers du stress géopolitique. Vous allez voir qu'il y en a 13 dans le tableau. J'en ai mis 10. Pourquoi? Parce que 3 appartiennent au secteur du marché action, secteur des compagnies aériennes, secteur des compagnies pétrolières et secteur de la défense. Donc voilà, on rassemble ça dans une ligne. Le classement vaut ce qu'il vaut, peu importe le classement. Ce qui compte, c'est que le tour d'horizon de ces baromètres que je vais d'abord vous présenter, que nous allons voir sur le plan technique, représente la juste mesure du stress géopolitique. Bien sûr, certains se contentent du prix du pétrole et du prix du gaz européen. Naturellement, ce sont les deux premiers. Mais il faut aller voir plus loin, et notamment
c'est intéressant de regarder les indicateurs alternatifs de transport maritime, ou certains marchés actions directement concernés par le prix du brut importé, pour vraiment mesurer si ça commence à venir perturber les chaînes logistiques ou pas. Le facteur temps va compter, enfin je vous apprends rien, enfin si, là je vais vous apprendre un certain nombre de choses, et vous allez voir que je suis persuadé que vous allez découvrir certains baromètres que vous ne connaissez pas, notamment en lien avec le transport maritime chinois via les supercontainers. Oui, il y a des données, alors elles ne sont pas forcément en temps réel, mais ça permet de mesurer la véritable pression sur ce transport maritime, est-ce qu'il est sous pression ou pas à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc tout ça, vous allez voir, c'est intéressant. Et non, ce n'est pas le Baltic Dry Index, je vais vous en présenter un nouveau. Et sur le marché des changes, vous savez quoi, on va même passer du côté du taux de change du rial iranien. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. C'est parti par la première partie, à savoir baromètre du stress géopolitique, conflit Iran, USA, Israël. Alors, vous avez sous les yeux ce que j'estime être les meilleurs baromètres en bourse alors j'appelle ça, si vous voulez, tout le monde parle effectivement du conflit Iran, USA, Israël. En bourse, il y a du jargon. Et alors, vous avez par exemple entendu parler de ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique, pour expliquer par exemple l'augmentation du prix de l'énergie, le prix du pétrole, le prix du gaz européen. Quand je parle du prix du gaz européen, je parle du prix du gaz qui est coté à Londres et pas aux États-Unis. Bien distinguer les deux, et c'est le prix du gaz européen qui s'envole. Il faut bien distinguer les deux, parce qu'un certain nombre d'usines autour du Golfe sont mises à l'arrêt le temps des bombardements, et vous allez voir que encore la situation est beaucoup moins dramatique sur le plan des prix que fut à l'époque le déclenchement de la guerre en Ukraine. On va faire ainsi un exercice de comparaison. Bon. Donc moi j'appelle ça le stress géopolitique, pour ne pas nommer le conflit, tout simplement parce que c'est aussi comme ça que dans la presse financière anglo-saxonne, vous allez retrouver la façon dont son conflit est traité par les mots, le stress géopolitique. Numéro 1, le pétrole, le prix du pétrole, Brent WTI, et le prix du gaz européen. Alors là, sans ambiguïté, il s'agit du baromètre premier du stress géopolitique. Je passe en revue mes 13 indicateurs, et ensuite, un à un, nous les regardons sur le plan technique. D'accord ? Donc, patience. Impact direct, voilà. Concernant donc le choc d'offre. Le choc d'offre, c'est quoi ? C'est une offre qui est perturbée. Soit une offre qui est mise à l'arrêt, l'usine s'arrête, la raffinerie s'arrête, soit l'offre est encore en place, mais elle ne peut pas être transportée. C'est-à-dire que les supertankers n'arrivent pas au port. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas rejoindre le port, et donc derrière, l'approvisionnement est bloqué. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de la production ou d'un problème de transport maritime, c'est un choc d'offre. Deuxième baromètre du stress géopolitique, bien sûr, le prix de l'or. Actif refuge en période de guerre et d'incertitude. Là aussi, je ne vous apprends rien, mais vous le savez, si vous suivez mes émissions depuis des années, que l'or est en tendance haussière de fond depuis plusieurs mois, même années. Rappelez-vous, le signal haussier donné à l'époque en février 2024, la cassure de l'ancien record historique. Le conflit n'a pas du tout... D'ailleurs, le conflit n'a pas entraîné de nouveau record historique du prix de l'or, pour le moment. Troisième baromètre, bien sûr, sur le marché des changes, cette fois-ci, puisque vous allez voir que mes 13 baromètres, on parle du marché des matières premières, du marché des devises, du marché obligataire, du marché actions, d'indicateurs alternatifs de transport maritime et de logistique, donc il y en a pour tout. Troisième baromètre, bien sûr, le dollar américain face à un panier de devises, le DXY. En cas de risque majeur pour l'économie mondiale, de risque géopolitique, de risque systémique de l'économie mondiale, lié donc à un problème logistique, à un problème d'offre d'énergie, c'est le dollar américain qui réactive son aspect refuge. Aspect refuge qui n'avait pas du tout été activé, par exemple, pendant la guerre commerciale, déclenchée par l'administration Trump. Mais lorsque vraiment le risque augmente et peut impacter l'ensemble de l'économie mondiale qui se met à l'arrêt de par son propre choix, rappelez-vous à l'époque la crise sanitaire, dans ces cas-là, le dollar américain active son aspect refuge. Quatrième actif, bien sûr, le prix des obligations, le principe du flight to quality, c'est-à-dire qu'en cas de risque systémique pour le marché action, donc pour les entreprises du marché action, en cas de risque systémique quant à leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, parce que leur activité est à l'arrêt,
Prenez l'exemple, par exemple, des compagnies aériennes, des aéroports qui ferment, des dessertes qui ne sont plus, ou tourisme, ou tout simplement le fonctionnement d'une zone économique, ou la consommation locale, parce que les habitants quittent la région, ou tout simplement un choc de consommation parce que le prix d'énergie augmente, etc., etc. Bon, bref, tout ce qui dans la durée peut remettre en cause l'activité des entreprises. Les capitaux en bourse se déplacent, c'est un système de vases communicants. Trois grandes classes d'actifs, je simplifie, le cash, les obligations, les actions. Avant d'aller vers le cash, d'ailleurs qui va probablement augmenter dans la période actuelle, les capitaux du marché action peuvent se déplacer vers le marché obligataire, en tout cas le marché obligataire bien doté. Là encore, il faut faire attention, puisqu'il y a une corrélation inversée entre le prix des obligations et les taux d'intérêt, et en cas d'augmentation des anticipations d'inflation, si le prix du pétrole devait s'installer plusieurs mois au-dessus des $80, la hausse des taux peut mettre la pression sur le prix des obligations. Mais nous n'en sommes absolument pas là. Le facteur temps est actuellement un facteur X, il n'est pas connu. Quatrième, sur le marché d'échange, alors le franc suisse, alors monnaie refuge historique en période de crise, attention, dans la période actuelle, le dollar américain l'emporte. Le dollar américain l'emporte sur le franc suisse. Et je dirais que si le conflit devait s'installer, devait durer plusieurs mois, à un moment ou un autre, le franc suisse activera son aspect refuge. Baromètre numéro 6, bien sûr, la tendance de fond du S&P 500, les signaux techniques que donne le contrat futur S&P 500, qui est le contrat à terme le plus tradé du monde par la finance mondiale, et bien sûr le VIX, l'indice de la peur. Bon, là aussi, je ne vous apprends rien. Septième baromètre, là, nous quittons les États-Unis pour nous diriger vers deux marchés actions très concernés par le conflit au Proche-Orient. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Chine et la Corée importent énormément de pétrole. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que 38% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz est à destination de la Chine et que 12% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz est à destination de la Corée du Sud. Je vais être plus précis sur certains chiffres, puisque 40% du pétrole importé, du brut importé par la Chine, passe par le détroit d'Ormuz. Vous avez vu la semaine dernière un choc boursier sur le Kospi, mais là encore, rappelez-vous, je vous ai parlé des marchés émergents il y a quelques semaines, ce sont des marchés actions, notamment la bourse de Corée, qui étaient en hausse verticale, en bulle spéculative. La verticalité n'est jamais tenable. C'est le conflit en Iran qui a déclenché un dégonflement de la bulle. Ça aurait pu être autre chose. Ça allait venir, comme à l'époque sur le cours de l'argent qui était en verticalité, qui a fini par se manger un moins 40 en deux jours. Et c'est justement quand plus personne ne croit à la fin de la verticalité, et quand tout le monde me dit « mais non Vincent, arrête de dire que ça va corriger, ça arrête pas de monter », que ça finit par s'en prendre une, à un moment ou à un autre, lorsqu'un facteur fondamental le déclenche. Bon, là on peut comprendre effectivement le lien. Donc pour le coup, dans notre volonté à tous ici de mesurer le stress géopolitique via des indicateurs boursiers, je pense que les signaux techniques que vont donner les indices boursiers chinois, donc Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, mais Shanghai, et le Kospi, l'indice phare de la bourse de Corée du Sud, sont très importants à regarder. Et ce seront des indicateurs de disruption de trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz et aussi de risque inflationniste. Donc ça, nous allons le regarder tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, 8e, 9e et 10e baromètre, j'ai sélectionné 3 secteurs du marché action. Le secteur de la défense, et vous allez voir que ce sont des tendances haussières déjà bien anciennes, et notamment qui ont été relancées la semaine dernière, notamment sur les acteurs américains de la défense, mais pas seulement. Nous allons faire le tour d'horizon des acteurs de la défense américains et européens. Bien sûr, les compagnies pétrolières haussent avec le prix du pétrole et les tensions géopolitiques, en tout cas dans un premier temps, que ce soit les compagnies pétrolières européennes, américaines ou les géants chinois du pétrole. Alors, au contraire, les actions des compagnies aériennes, elles, souffrent. On comprend pourquoi. Le transport aérien diminue, les aéroports ferment, certaines dessertes sont fermées. Il y a un risque aussi que certains avions civils soient abattus. Dans tous les débuts de conflit, les compagnies aériennes prennent cher. Par contre, opportunité. Dès que viendra en perspective un cessez-le-feu, ou en tout cas
l'arrêt de la campagne militaire, les premières actions à rebondir, je vous le dis, les premières actions à rebondir seront les compagnies aériennes. Les premières. Je ne dis pas qu'il faut acheter Air France et Lufthansa maintenant, mais il faudra les acheter. Donc à suivre, on va les regarder techniquement. Ensuite, 11e baromètre, ce sont 2 baromètres de transport maritime logistique qui mesurent les tensions sur le commerce mondial et sur les routes maritimes. Donc le Baltic Dry Index que vous connaissez, qui est très général. Et je voulais vous présenter le Shanghai Container Freight Index, parce que pour le coup, là, la Chine est directement impactée par le transport maritime à travers le détroit d'Ormuz. Ensuite, 3 autres baromètres rassemblés en un, ce sont les 3 plus importantes bourses du Moyen-Orient en termes de market cap, Tadawul, la bourse d'Arabie Saoudite, le TA35 pour Israël et la bourse d'Égypte. Et enfin, dernier baromètre, mais le machin cool, ok, sur le marché d'échange, l'IRR-USD, la tendance de fond du rial iranien face au dollar américain. Voilà donc mes baromètres. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'en faire le tour d'horizon. Alors, pétrole, gaz nature, pétrole, Brent, WTI et gaz européen, ce sont bien sûr les premiers baromètres qu'il faut regarder. Alors, sans surprise, au moment où j'enregistre la vidéo, bien sûr, la semaine dernière, donc un puissant gap haussier a été ouvert sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole qui avait fait son objectif de vaxer. Le prix du pétrole qui donc quitte par le haut une phase de baisse. Vous savez, regardez ici, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, déjà, a eu un impact beaucoup plus massif en termes d'amplitude. Et assez vite, le marché a fait un double top. Et en fait, nous sommes en tendance baissière depuis le printemps 2022. Mais effectivement, là, c'est un trend baissier qui est cassé à la hausse. Et on peut regarder aussi au sein du système Ichimoku, le marché dépasse la résistance. Donc, le prix du pétrole s'approche des $80, qui a longtemps été le niveau jugé acceptable par les pays de l'OPEP. Le vrai risque technique, le risque d'emballement, c'est dépasser $80. C'est le niveau technique, si vous voulez, qui est admis par tous. Le risque d'emballement, le véritable risque pour l'inflation importée et pour le prix de l'énergie, ce serait de s'installer plusieurs semaines, allez, même au-delà de 3 mois, au-dessus des $80. Ne serait-ce que parce que, quand vous calculez un taux d'inflation, c'est ce que vaut le pétrole maintenant par rapport à sa valeur il y a un an. Et il y a un an, vous voyez, début 2025, on était là. Nous étions autour des 65-70. Donc, si on s'installe au-dessus des 80 et qu'on y passe du temps, c'est là où ça peut représenter un choc inflationniste. Nous verrons bien, personne ne connaît le futur, surtout ce conflit actuel. Mais en tout cas, donc, ce seuil des $80, le marché en prend la direction. Si on se maintient en dessous, les choses resteraient sous contrôle. Mais encore plus important, bien sûr, c'est le prix du gaz européen. Et là aussi, la situation est beaucoup plus sous contrôle. Regardez, le déclenchement de la guerre en Ukraine, février 2022. Regardez, ça c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est beaucoup plus impressionnant en termes d'impact que ce qui se passe maintenant. D'autre part, rappelez-vous, la vague d'inflation de 2022, c'était pas la guerre en Ukraine, hein, c'était les conséquences de la crise sanitaire, c'était un problème logistique, de chaîne logistique mondiale. Bien sûr que le prix de l'énergie est venu mettre la touche finale, mais là, nous, il n'y a pas de problème, logistique de type Covid. Et en plus, constatez visuellement ici que l'impact sur le prix de l'énergie est pour l'instant beaucoup plus mesuré que le déclenchement de la guerre en Ukraine. Attention, je minimise rien. Juste, on regarde les faits, c'est tout. Je minimise rien. Par contre, dépasser ce seuil serait vraiment un signal de sortie par le haut de 2 ans de range. Et je pense que dépasser ce seuil sur le gaz européen, là, il y a un risque d'emballement. Voilà. Bon, c'est vraiment ce seuil-là qu'il faut surveiller. Vous avez le code. Ici, vous avez le code sur TradingView pour le suivre. Deuxième baromètre, bien sûr, le cours de l'or. Alors, le XAU-USD, bon, bah écoutez, là, je le traite souvent dans mon émission Fast and Forex. Je ne refais pas une émission spéciale sur l'or. Donc je vous renvoie vers le spécial Fast and Forex que j'ai fait il y a 3 semaines sur le sujet. Vous savez que c'est un mouvement aussi ancien, que nous sommes déjà aux objectifs de cours. Pour le moment, le conflit en Iran n'a pas entraîné de nouveaux records historiques du cours de l'or. Point technique complet dans l'émission que je vous ai proposée il y a 3 semaines. Tout est encore parfaitement valable. Il n'y a pas eu d'emballement sur le cours de l'or, ni de l'argent d'ailleurs. Alors là par contre il y a un changement bien sûr. Le dollar américain face à un panier de devises. Effectivement, là, les choses sont en train de changer, mais pour le moment, il n'y a pas de signal haussier majeur qui a été donné. Le dollar, je le suis aussi tous les mercredis dans l'émission Fast and Forex.
Alors effectivement, il y a des divergences weekly, il y a des éléments de stabilisation, à l'image de ce qui s'était passé ici en 2018 ou en 2021, sauf qu'à l'époque, après ce range, avait eu lieu une cassure technique majeure. Un signal de breakout, un signal de breakout. Le niveau pivot est toujours entre 101 et 102 points. Au stade actuel, même si le dollar remonte, finalement il est en range là depuis avril dernier, il est dans toute cette phase latérale, il n'a pas encore activé un signal de renversement haussier majeur. Mais bien sûr qu'il va falloir suivre ça de très près. Au moment où cette vidéo est enregistrée, ce n'est pas encore le cas. Bien sûr que le facteur qui va jouer, c'est le facteur temps. Plus ce conflit dure et plus l'énergie se maintient à un niveau élevé, donc déjà il faut qu'elle y aille, effectivement le dollar finira par réaliser, à donner signal bullish. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le marché obligataire, il faut faire attention, parce que le marché obligataire, alors oui, il y a eu un impact positif initial sur le marché obligataire. Je vais vous montrer par exemple le Bund, il y a eu un impact vraiment initial au tout début sur le Bund. Je vais vous montrer ici les obligations US. Au tout début du conflit, il y a eu un impact et en fait, très rapidement, ça retombe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions haussières sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui, dans un premier taux, ont droppé au tout début du conflit. Il y a eu une baisse des taux d'intérêt parce que les capitaux sont déplacés du marché action vers le marché obligataire. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la remontée des taux d'intérêt du marché sanctionne un risque possible de rebond de l'inflation en lien avec ce prix de l'énergie, et donc de banques centrales qui seraient obligées soit de baisser les taux d'intérêt, soit de remonter les taux d'intérêt. Si vous voulez, le marché obligataire en tant que flight to quality attirera massivement les capitaux en cas vraiment de krach boursier sur le marché action. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Donc là, nous avons, si vous voulez, un indicateur de mesure de risque qui montre qu'au stade actuel, les choses sont considérées comme sous contrôle. Le marché obligataire n'envoie pas de signal d'alerte. Alors, le dollar, vous avez vu qu'il n'y a toujours pas le signal, le marché obligataire non plus, pétrole et gaz naturel, pour le moment, c'est davantage sous contrôle de la crise, de déclenchement de la guerre en Ukraine. Non mais, encore une fois, je ne suis pas là, je ne minimise rien du tout. Juste, il y a les gros titres qu'on voit dans les médias, le pétrole à $300, la fin du monde, etc., Troisième Guerre mondiale, et il y a la réalité des choses. Cette réalité peut changer, mais pour le moment, il faut rester mesuré et pas tout de suite s'emballer dans des positions extrêmes négatives qui peuvent arriver. Mais si elles arrivent vraiment, du coup, qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez déjà un langage trop extrême quand les choses extrêmes vont arriver ? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc ça me paraît intéressant de passer en revue ces baromètres. De la même façon, le franc suisse, pour le moment, le franc suisse attirera les capitaux en cas de véritable risque, en cas de dimension vraiment systémique pour la croissance mondiale. Si vous voulez, ça devient systémique à un moment ou à un autre. La Chine importe 40% de son pétrole à travers le détroit. La Chine, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'Inde, je crois que c'est 15 ou 20% à travers le détroit. Si la Chine et l'Inde calent à cause du conflit, bien sûr que tous ces actifs-là que je vous montre vont activer tous les signaux d'aversion au risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les avoir en tête. Au stade actuel, le franc suisse, il y a eu une réaction initiale qui était bullish, et finalement, lui, il retombe. Le franc suisse, de toute façon, je vous montre ici la tendance du franc suisse, il est haussier depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc là aussi, si vous voulez, il n'a pas attendu, il joue déjà un aspect refuge, le franc suisse, il est déjà tout en haut. Mais le conflit en Iran là, ne l'a pas fait faire de nouveau plus haut. Il faut donc, malgré tout, le mettre sous très haute surveillance. Je continue, donc S&P 500 VIX. S&P 500 VIX, eh bien, bon, là, écoutez, c'est l'indice de référence. Il y a deux scénarios. Alors, rappelez-vous, je vous ai beaucoup montré le rôle du Kumo, du nuage du système Ichimoku, qui donnait vraiment le signal ici du bear market de 2022 ou encore de la crise commerciale. Quand j'enregistre la vidéo, ça n'a pas cédé. Il est possible que ça cède quand la vidéo sera mise en ligne. Il y a deux scénarios.
Le scénario 1, le plus optimiste, on tient le CUMO, on tient cette zone des 6750 et on arrive à continuer ce range et les choses sont sous contrôle. Scénario correctif numéro 1, modéré, on casse ça, on va chercher support horizontal, la moyenne mobile à 200 jours, on stabilise, ça repart. Scénario 2, plus correctif, c'est on revient à l'ancien record. Regardez, au moment de la crise commerciale, de la guerre commerciale d'avril 2025, nous étions revenus à l'ancien record. Donc si les choses vraiment montent d'un degré, si le conflit dure et qu'il y a vraiment des disruptions commerciales, maritimes, énergétiques, le marché reviendra au worst case scénario, chercher cet ancien record. Et là, devrait être en mesure de stabiliser. Donc, vous voyez que pour le moment, quand j'enregistre la vidéo, aucun des deux scénarios correctifs n'est activé. On verra bien si ce seuil tient ou pas. Mais moi, si je devais en choisir, c'est plutôt cette zone-là que je vois à un moment ou à un autre être travaillée par le marché. La bourse de Shanghai est bien sûr la bourse de Corée. La bourse de Shanghai et la bourse de Corée, c'est intéressant de noter ce qu'a fait le Kospi la semaine dernière. Et là aussi, je vois passer des gros titres, la bourse de Corée s'effondre. Mais regardez son mouvement. C'est pas. Alors oui, bien sûr, la Corée importe beaucoup de pétrole du Moyen-Orient. Le prix du pétrole remonte. Le problème, cette tendance haussière du marché action coréen, c'est parce que les taux de la Banque centrale de Corée sont très bas. Et forcément, si le prix du pétrole augmente, les taux pourraient réaugmenter. Il fallait de toute façon prendre les valeurs de la tech étaient complètement en surachat à l'intérieur. Il fallait le prétexte. Mais là aussi, si vous voulez, c'est pas un krach boursier du marché action coréen. Il est tellement bullish depuis 5 ans qu'il ne fait que retracer sa phase haussière verticale, notamment en place depuis mars 2025. Donc voilà, mais là pour le coup, vous avez avec la bourse de Corée et la bourse de Shanghai, vous avez vraiment des indicateurs de risque macroéconomique en lien avec le conflit, de risque via le commerce, via le prix du pétrole, de ralentissement de l'économie chinoise et de l'économie sud-coréenne, et en particulier l'économie chinoise qui est le moteur de l'économie mondiale. Là aussi, le marché action chinois avait bien progressé depuis 2 ans, il y a des divergences, ça peut très bien revenir retester ce niveau avant de repartir. Les choses restent sous contrôle sur le plan technique, et tôt ou tard, de toute façon, le retracement nous pendait au nez. Donc et là, pour le coup, c'est l'événement géopolitique, on est la cause. Mais vous avez à travers ces deux marchés, 2 vrais baromètres là, de la réalité du risque prospectif sur cet aspect géopolitique et maritime. Alors ensuite, 3 secteurs à suivre, la défense, les compagnies pétrolières et les compagnies aériennes. Bon, logique. Moi, j'aurais un focus sur les compagnies aériennes parce que c'est elles qui souffrent. Si vous commencez à avoir des signaux de stabilisation technique sur les compagnies aériennes, c'est vraiment que les choses s'améliorent. Et au contraire, c'est qu'il y a des perspectives de cessez-le-feu, de paix qui commencent à s'installer. Alors moi, écoutez, j'en suis beaucoup. On va pas faire une vidéo de 2 heures, c'est pas possible. Mais voilà, dans les acteurs de la défense, je vous montre les acteurs de la défense américains. Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, c'est dans le DAX, General Dynamics aux États-Unis, RTX. Regardez, ce sont, ou encore Northrop Grumman, des tendances haussières déjà bien en place. Déjà bien en place. Prenez certains, il y en a plein. L'anglais BAE System, Leonardo, Dassault Aviation, Airbus, Boeing Company, Thales, Safran. Ensuite, les compagnies pétrolières ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell, Total ou encore PetroChina. Il y en a beaucoup à suivre. Dans les compagnies aériennes, je suis la Deutsche Lufthansa, Air France ou encore American Airlines. Bon, moi j'aurais un focus davantage sur les compagnies aériennes. Prenez par exemple Air France, elle est vraiment tout en bas. Vous savez, franchement, Air France, entre 7 et 9 euros, ça se paye. C'est vraiment la zone basse. Là, alors bien sûr, ça ne se paye pas maintenant. Regardez, c'est vraiment un baromètre du risque. Ah oui, les compagnies aériennes sont les premières à souffrir. Mais quand il y aura une perspective d'apaisement de ce conflit, les premiers à rebondir, je vous le dis, c'est les compagnies aériennes. Donc c'est pour ça que je vais être hyper attentif aux signaux techniques que vont donner les compagnies aériennes. Et en particulier européennes, Lufthansa et Air France. Donc, les signaux seront inverses à l'industrie de l'armement et aux compagnies pétrolières. L'industrie de l'armement, il y a tellement d'autres conflits que c'est toujours bullish. Les valeurs de l'armement que je vous montre là, qui sont les leaders,
s'achètent sur retracement, voilà, parce que ce sont les tendances haussières qui ont toutes les bonnes raisons de continuer de toute façon cette décennie. Notamment l'industrie de la défense américaine, mais aussi Rheinmetall dans le DAX. Je continue donc sur mes baromètres. Alors là, ce sont des baromètres, ça prend du temps, ils sont en retard, parce que c'est calculé. Donc pour le Shanghai Container Freight Index une fois par semaine, le Baltic Dry Index tous les jours, ce sont les indicateurs de stress maritime, si vous voulez. Alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait un problème de navigation, peut-être même au-delà du détroit d'Ormuz, mais je pense que c'est intéressant de les surveiller. Si ces deux indicateurs devaient s'envoler, alors le Baltic Dry Index part en hausse, le Shanghai Container Freight Index commence aussi à partir un peu en hausse, mais au stade actuel, les choses restent sous contrôle sur les deux. Du côté de chercher à mesurer un risque systémique, ces deux-là, il faut vraiment, si ces deux-là s'envolent, il y a un énorme problème. Là, le marché action va s'effondrer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, les bourses du Moyen-Orient, les trois premières en termes de market cap, Tadawul, Israël et Égypte. Je vais vous montrer le marché action. Le marché action israélien, il y a vraiment le marché action israélien, mais aussi la bourse alors déjà, voilà, le TA35, la bourse d'Israël. De toute façon, c'est une bulle de la tech. Tôt ou tard, c'est comme l'indice de Corée du Sud. Tôt ou tard, la bourse d'Israël va s'en manger une, comme l'argent à l'époque, les verticalités, je vous le dis, notez-le bien, on en reparlera, il va finir par arriver une semaine où vous allez avoir une énorme rouge. Peut-être au moment du son du clairon. Par contre, plus intéressant, bien sûr le marché action égyptien, ça c'est plus pour le stress au niveau de la région. Et en ce qui concerne le pétrole, le marché action d'Arabie Saoudite, alors qui lui a été sous pression, mais qui finalement, on voit, quand j'enregistre cette vidéo en tout cas, pour l'instant, essaye de tenir cette zone de support. Casser cette zone de support, ce sera vraiment un signal de stress technique sur la bourse d'Arabie Saoudite. C'est la compagnie Aramco qui fait l'essentiel de cet indice de Tadawul, la bourse d'Arabie Saoudite. Donc, il faut surveiller ce niveau. Là, je vous montre tout ça. À chaque fois, vous avez le code ici sur TradingView, ce qui vous permet ensuite d'aller les suivre aussi de votre côté. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va être longue cette vidéo. J'ai encore plein de trucs à vous faire. Ça va durer 1 heure. Écoutez, mettez-la en avance rapide. IRR USD, bon, je le mets en dernier baromètre. C'est bien sûr le taux de change de la monnaie du rial iranien. Bon, le truc, c'est plus ou moins pas flottant. Enfin bon, en tout cas, c'est quand même sur le marché des changes. Ça a fait moins 27%. De toute façon, c'est déjà tout en bas. Voilà, c'est pas nouveau. Bon. Alors, est-ce qu'on peut, en cas d'apaisement, en cas de cesser le feu, en cas de je sais pas quoi, est-ce qu'on peut envisager à un moment ou à un autre que ça se reprenne? Ce serait, si vous voulez, l'indicateur ultime. Si la monnaie iranienne finit par rebondir, vraiment, c'est qu'on est à la fin du conflit. Donc, il fallait quand même que je le mette. Géopolitique, Polymarket, les paris explosent. Donc ça, c'était pour vous montrer, en termes de notionnel, l'envolée des paris. Alors, moi, j'utilise ça, si vous voulez, comme des indicateurs de sentiment. C'est passionnant, oui et non, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est la réalité. Regardez, sur Polymarket, vous avez donc qui sera le prochain suprême leader d'Iran, le prochain ayatollah, combien de temps le détroit d'Ormuz va rester fermé, peut-on envisager par exemple, voilà, est-ce que le régime iranien va s'effondrer d'ici le 31 mars, ou va-t-il s'effondrer d'ici le 30 juin, et donc vous, si vous voulez, vous avez des probabilités en temps réel. Là aussi, ce sont des bons indicateurs de mesure du risque. Si vous commencez à avoir la probabilité que le régime iranien tombe, qui commence à prendre une pente haussière, si vous commencez à avoir des éléments comme ça, une augmentation par exemple de la probabilité, ce sont des probabilités. Donc regardez, la probabilité d'un cessez-le-feu au 15 mars, actuellement, n'est que de 17%. Et donc ça va être intéressant de croiser les signaux techniques du marché action avec ce que ici j'appellerais des indicateurs de sentiment. Et il y en a, regardez, toutes les questions possibles et imaginables sont posées autour de ce conflit. Donc ça, vous avez tout sur Polymarket, section géopolitique. Ça peut vous intéresser, je voulais vous montrer ça. Et moi, ce sont les indicateurs que je vais suivre en permanence. Rebond du prix de l'énergie, seconde vague d'inflation inévitable? Non. Je ne fais pas une vidéo spéciale inflation, je vais faire davantage dans le Fast and Forex, mais simplement pour remettre les choses en perspective. L'inflation n'est pas égale au prix du pétrole. L'inflation n'est pas égale au prix du gaz. Par exemple, l'immobilier, c'est 3 fois le poids de l'inflation.
L'immobilier, c'est désinflationniste à mort aux États-Unis. En plus, ça lag, ça va le rester pendant 1 an. Ça va amortir les chocs. Bon, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Déjà, première chose que je peux vous montrer, il n'y a aucun impact sur Trueflation. Trueflation est à 0,90. Peu importe ce qui se passe. L'inflation commence à être impactée par l'augmentation du prix du pétrole et du gaz si cette hausse se maintient un certain temps et atteint un certain prix. Donc je vous le dis, les seuils à surveiller, je vous ai dit tout à l'heure, c'était $80. Et la durée, j'arrive. Donc déjà, première information, non, l'inflation n'est pas égale au prix du pétrole et au prix du gaz. Je vous ai mis ici un tableau avec les données sur le CPI US, le PCE US et le CPI européen, et je suis allé vous calculer l'impact direct et indirect. Nous sommes entre 12 à 15% d'impact pour le CPI US, 10 à 12 pour le PCE, 16 à 20 pour le CPI européen, qui est beaucoup plus impacté par le prix de l'énergie importée. Donc effectivement, l'impact direct et indirect n'est pas anodin. Mais dites-vous bien une chose, c'est que là, on est toujours à un impact qui est 2 fois un poids dans le panier, dans le calcul, 2 fois inférieur à l'immobilier. Mais quand même. Donc ça, il faut pas, il y a quand même un impact. Et ça peut faire remonter les taux d'inflation et mettre en hold la baisse des taux des banques centrales. Donc déjà, effectivement, il y a un poids qui n'est pas de 50%, mais qui est quand même un poids important dans le calcul du CPI, du PCE et du CPI européen. Maintenant, c'est le facteur temps qui sera central. Ce que nous pouvons savoir, c'est ce que montrent les études dont je fais la synthèse ici, c'est que concrètement, l'impact va commencer à se faire sortir sur l'inflation si le prix du pétrole se maintient au-dessus de $80, plus de 3 mois. Entre 1 et 3 mois, l'impact est modéré. Sous 1 mois, l'impact est nul. Je vous le dis, sous 1 mois, la hausse du prix du pétrole au-dessus de $80, l'impact est nul sur l'inflation. Là, donc, cette semaine, nous sommes à 1 semaine de conflit, un peu plus. Vous voyez, déjà, sous 1 mois, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, si nous sommes encore dans le conflit à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, ça va commencer à avoir un impact. Qui d'abord sera marginal. Si nous y sommes encore en mai ou en juin, là, oui, bien sûr, il y aura un rebond de l'inflation. Bien sûr, il y aura un rebond de l'inflation. Donc le facteur temps est très important. Mais je voulais quand même vous rappeler une chose, c'est que dans les calculs de l'inflation, l'immobilier pèse le double du prix de l'énergie. Et les indicateurs avancés d'inflation immobilière sont à 0, même négatif. Et ça va durer. Donc là, je vous montre, si vous voulez, une composante qui pourra amortir le rebond du prix de l'énergie, même si les choses resteront compliquées. Alors S&P 500, jusqu'où la correction peut aller? Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure du S&P 500, mais je vais quand même le remontrer. Les seuils à surveiller, donc sur le S&P 500, première chose vraiment à surveiller en journalier, regardez la précision du nuage journalier du système Ichimoku. Là, on le cassait, ou même, regardez, en hebdomadaire. Déjà, si on revient à l'ancien record historique, ça fait que moins 12. En hebdomadaire, avec encore Ichimoku, regardez la Kijun Weekly. Si là on la casse, effectivement, on peut revenir au Kumo. Donc, c'est les seuils, je dirais, le premier seuil sur le contrat futur, c'est 7770. Si ça casse, scénario correctif 1, on revient chercher cette zone, la SMA 200, et là on tente une stabilisation. En cas vraiment d'augmentation du stress géopolitique, worst case scénario, on revient ici à l'ancien record historique. Vous voyez que quand c'est systémique, par exemple la guerre commerciale, il y avait eu un risque systémique, qui n'a pas duré très longtemps, nous sommes revenus là aussi à l'ancien record historique. Donc ce serait un scénario un peu de bis repetita. Voilà. Mais en tout cas, ce sont les seuils ici qu'il faut surveiller. Et là aussi, pour le marché action, c'est le facteur temps qui sera décisif. Chers amis, ainsi s'achève cette émission. Top 10 des indicateurs du stress géopolitique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. Merci à tous. Passez une excellente semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.